Bonjour à tous. Merci d'être venus cet après-midi. Juste me présenter, donc je suis Elisabeth Geoffroy, responsable de la communauté emploi-formation de Télécom Vallée. Et j'avais envie juste de vous rappeler ce qu'était en quelques mots Télécom Vallée, qui est donc l'animateur azuréen du numérique sur la Côte d'Azur, qui regroupe environ 160 adhérents en 12 communautés. Alors, ces communautés sont animées par des bénévoles et ont pour objectif de partager des connaissances, des expériences et de l'information. C'est ce que cet après-midi, nous proposons de faire ensemble en version digitale, puisque nous n'avons pas le droit de nous retrouver physiquement pour le moment. On dit bien pour le moment. Juste un petit mot aussi pour remercier le bureau de Télécom Vallée, l'équipe opérationnelle, Marie, Audrey, Sandra, pour avoir réagi aussi vite et proposé un outil qui jusqu'à présent fonctionne bien, j'espère que ça va continuer, et d'avoir fait tous les tests pour nous, pour que cet après-midi, nous puissions échanger de manière efficace. Merci aussi à Pauline Malgras, donc avocat en droit du travail, qui a été à l'initiative de notre rencontre au regard de toutes ces actualités qui passent de jour en jour et qui nous impactent tous. Mais Pauline sera en vidéo, en live pendant cet après-midi. Vous serez en spectateur et vous aurez la possibilité de poser vos questions grâce au bouton Q et R que vous avez en bas de votre écran. Donc, Pauline pourra répondre à ce moment-là au fur et à mesure. Vous l'avez tous, j'espère. Vous dire aussi que cette rencontre aura une durée d'1 heure. Alors, ne vous étonnez pas si au bout d'1 heure, cela coupe. Alors, je sais que Marie et Audrey ont essayé de jouer un petit peu, de jongler un petit peu, mais on ne sait jamais. Je préfère vous prévenir. Si jamais cela coupe, c'est parce que effectivement, nous avons balisé cette réunion à 1 heure. Voilà. Je pense que on va pouvoir laisser la parole à Pauline, mais avant cela, je vous demanderai aussi, pour une meilleure qualité de son et de partage, de bien vouloir couper votre micro, donc qui est aussi un bouton à gauche de l'écran, et ainsi Pauline pourra s'exprimer et vous pourrez mieux l'écouter. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Pauline. Merci Elisabeth. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Pauline Malgras, je suis associée du cabinet Capstan. Donc, nous travaillons uniquement pour des entreprises. Nous faisons du conseil aux entreprises, mais également assistons donc les employeurs dans le cadre de leur contentieux judiciaire. Donc, je ne vous cache pas effectivement que depuis une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, nous sommes extrêmement sollicités par nos clients sur toutes les difficultés qu'engendre cette gestion du Covid-19 et toutes les conséquences, au-delà de la pandémie elle-même, toutes les conséquences qu'il en résulte, notamment du fait des décisions gouvernementales qui ont pu être prises, donc on va dire crescendo. D'abord la décision de fermeture, puis la décision effectivement concernant le confinement. Donc, il y a un impact pour les entreprises et il y a un impact particulier, et en l'occurrence, c'est ce qui me concerne, s'agissant de leur relation avec leurs salariés.
Alors, les questions qu'on voit principalement ces derniers jours concernent en premier lieu l'activité partielle, et c'est par là que je vais commencer mon propos, mais également l'articulation de l'activité partielle avec tous les autres dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui pour gérer cette situation, notamment par l'intermédiaire de la prise de jours de congés payés, par l'intermédiaire des différents arrêts maladie qui ont été prévus spécifiquement par la CPM dans ce cadre-là, mais également toute la gestion du télétravail, puisque c'est également un pan important de ce qui préoccupe aujourd'hui les entreprises par rapport à cette situation. Donc, ce qu'on remarque déjà en premier lieu, c'est que, alors moi j'ai une clientèle qui particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie, donc c'est effectivement l'hôtellerie qui en premier lieu a été touchée par les fermetures et par la baisse d'activité liée au premier phénomène qui était la chute de l'activité touristique. Mais on voit bien aujourd'hui que toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, sont concernées, notamment dans le domaine du numérique, et donc pour les entreprises qui vont appliquer la convention collective de la Syntec, et tout particulièrement également les entreprises de Sophia Antipolis. Alors, c'est vrai que sur la Syntec, il y a quand même une particularité qu'on peut, dans le milieu du numérique en tout cas, il y a une particularité qui peut être relevée, c'est que a priori, c'est une activité où la priorité peut être donnée au télétravail, et donc et également sur le fait que ces entreprises ne sont pas concernées en premier lieu, en tout état de cause, par la problématique des fermetures. Alors, je vous propose, pour commencer cette intervention, de prendre 3-4 questions qui ont d'ailleurs fait l'objet de la communication qui vous a été adressée pour, on va dire, lancer le débat. Donc, je vais reprendre les questions en fait, qui sont celles qui m'ont été le plus souvent posées ces derniers jours. Et puis ensuite, dans un second temps, naturellement, même si vous pouvez d'ailleurs intervenir dans le cadre de la première partie, on va dire, où je vais reprendre des questions que j'ai eues fréquemment. Dans un deuxième temps, l'idée est plutôt de me consacrer plutôt, excusez-moi, à vos questions une fois qu'on aura traité ces premières questions. Donc, première question, de manière très pratique, comment on peut faire une demande d'activité partielle? Et avant de répondre à cette question, il faut juste rappeler brièvement qu'est-ce que l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, c'est un dispositif particulier qui fait qu'en raison de difficultés économiques, mais conjoncturelles, eh bien, l'entreprise a l'obligation de réduire son activité par le biais d'une réduction d'horaire ou par une suspension totale d'activité. Dans ce cadre-là, l'employeur va avoir l'obligation de maintenir le salaire du salarié à hauteur de 70% de son salaire brut, ce qui correspond à peu près à 84% de son salaire net. Donc, l'employeur va faire l'avance de ce maintien de salaire et ensuite, il va être remboursé par une allocation qui va lui être versée par l'État. Mais pour pouvoir passer en activité partielle, eh bien, il va falloir passer le cap de la demande. Et c'est toute la difficulté qu'on constate en ce moment, puisque, bien entendu, le site, parce que les demandes ne se font que par voie dématérialisée. Et on a énormément de bugs, effectivement, qu'on constate pour ces demandes d'activité partielle. Alors, de façon très pratique, vous avez une première étape qui va consister à faire une demande de code de connexion. Ces codes de connexion, vous allez en quelque sorte créer un compte employeur et ces codes vont vous être adressés. Les délais qu'on voit aujourd'hui sont entre 3 jours et 1 semaine. Donc déjà, il va falloir attendre d'avoir ces codes pour pouvoir même se connecter au site et faire sa demande d'activité partielle. Ensuite, une fois que vous avez les codes,
on vous dit que vous devez attendre un email d'habilitation. Et là, il va falloir qu'on attende encore, en général, entre 24 et 48 heures pour avoir cet email qui vous habilite, finalement, qui vous autorise à aller sur le site pour faire votre demande d'activité partielle. Une fois que vous aurez donc cette habilitation, vous allez pouvoir faire votre demande. Et point important s'agissant de cette demande, vous allez devoir, parce que c'est vrai que dans un premier temps, la communication qui a été faite était « ne motivez pas », en gros, mettez Covid-19, mettez circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et votre demande va passer. Ce n'est plus du tout la communication qui est aujourd'hui celle de la Directe et du ministère du Travail. Il faut au contraire être très attentif à bien motiver sa demande, notamment lorsque l'on est dans une activité où il n'y a pas de fermeture imposée. Donc, il va falloir justifier très précisément sa baisse d'activité, donner dans la mesure du possible des chiffres et même produire des pièces. Vous pouvez effectivement télécharger des éléments sur le site de télétransmission et donc ne pas hésiter à produire des pièces effectivement justifiant de vos déclarations sur la baisse d'activité. Pourquoi pas des emails d'annulation de commandes, pourquoi pas des emails aussi de fournisseurs qui vous disent qu'ils ne peuvent plus produire, qui ne peuvent plus vous adresser éventuellement le matériel que vous attendriez. Une reco également sur la durée, puisqu'on va vous demander pour quelle durée vous souhaitez solliciter l'activité partielle. Une recommandation qui est faite aujourd'hui, c'est de faire une demande jusqu'au 30 juin. C'est vrai qu'on n'a pas de visibilité encore à ce jour sur la durée du confinement et donc forcément la durée des conséquences économiques que va engendrer ce fameux Covid-19. Et donc, la reco est de faire une demande jusqu'au 30 juin. Il vaut mieux, on va dire, prendre une marge dès aujourd'hui parce qu'on sait que ça va être compliqué, enfin que c'est compliqué de faire une demande de prolongation où les exigences là sont accrues, donc faire directement une demande jusqu'au 30 juin. Ensuite, vous avez, donc l'employeur doit mettre un nombre d'heures qu'il va solliciter, donc ça va être le nombre d'heures en fait chômées qu'il va solliciter auprès de la Directe. Le maximum qui est autorisé et qui est pris en charge par la Directe est de 1000 heures par an et par salarié. Donc, sachant qu'un salarié à 35 heures travaille à hauteur de 1607 heures par an, vous avez une visibilité sur le fait que ça correspond à peu près quand même à 2/3 de la durée du travail d'un salarié à temps plein. Là aussi, recommandation, ne pas hésiter à faire une demande d'heures qui soit plus importante, d'estimer dans l'estimation qu'on va faire, prendre plutôt une estimation haute, parce que là aussi, ça sera plus compliqué si vous avez épuisé le nombre d'heures que la demande va vous autoriser. Ça va être plus compliqué pour vous d'aller refaire une nouvelle demande et donc de solliciter à nouveau des heures. Donc, plutôt partir sur une estimation haute, étant encore rappelé que vous pouvez aller jusqu'à 1000 heures par an et par salarié. Il faut bien entendu tenir compte dans le cadre de votre demande, si vous êtes sur une suspension totale d'activité, c'est-à-dire que vous ne travaillez, qu'il n'y a plus du tout d'activité au sein de la société, ou si vous êtes sur une réduction partielle, une réduction d'horaire. Et là aussi, il faut prendre en compte si vous fermez l'intégralité des services, si certains services sont en réduction d'horaire, si d'autres services sont en suspension totale d'activité. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est sûr que ce calcul du nombre d'heures que vous demandez est quelque chose d'assez primordial. Alors, vous étonnez pas aussi, encore une fois, des bugs qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qu'on constate. Malheureusement, la hotline est très difficilement joignable, voire n'est pas joignable du tout, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises personnellement. Donc, il y a la possibilité d'envoyer des mails au service technique, mais là aussi, en termes de délai de réponse, c'est très, très long. Donc, il faut s'armer de patience, sachant que le gouvernement a quand même pris la mesure de la chose.
puisqu'aujourd'hui, on vous dit que la demande d'activité partielle peut être faite dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés. Donc, si vous avez une mise en activité partielle à compter du 20 mars, vous allez pouvoir faire votre demande d'activité partielle jusqu'au 20 avril et vous allez pouvoir rétroactivement, effectivement, demander à être prise en charge à compter du 20 mars. Un point important aussi dont il faut prendre conscience, c'est que l'employeur avance les rémunérations. C'est-à-dire que l'employeur, à la fin du mois de mars, s'il est déjà en activité partielle, alors même qu'il n'a pas eu le retour de la directe, va devoir maintenir le salaire de ses salariés donc à hauteur de 70% et ne sera remboursé qu'une fois qu'il aura fait la demande, qu'il aura eu l'autorisation de la directe. Et là aussi, les délais de remboursement qui sont annoncés sont aujourd'hui de 10 à 12 jours. Est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement se tenir à ces délais de remboursement? Ça, on le verra, mais je vous avoue que je crains un peu qu'ils ne puissent pas respecter cet engagement de remboursement à l'employeur dans le cadre de 10 à 12 jours. Une deuxième question qui m'a été posée fréquemment, est-ce que je peux imposer, alors si je suis employeur, est-ce que je peux imposer une prise de congé payé à mes salariés? Et vice-versa, si je suis salarié, est-ce mon employeur peut m'imposer une prise de congé? Là, la réponse est, j'ai envie de dire oui mais non ou non mais oui. Ça dépend en fait de plusieurs choses. En plus, il y a une situation à distinguer, c'est celle qu'on avait avant l'ordonnance qui est sortie, l'ordonnance donc sur notamment la prise des congés payés qui est sortie aujourd'hui, je crois, ou hier, je ne sais plus exactement. Donc, si on parle de la situation avant l'ordonnance, effectivement, si les congés ont été posés, il est possible, ont déjà été en fait posés par le salarié, l'employeur peut lui demander de les avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un article du Code du travail qui préexistait à la situation, qui prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, effectivement, l'employeur peut modifier la date des congés. Il n'y a pas de délai de prévenance. Donc, a priori, votre employeur, si vous aviez par exemple posé des congés au mois de mai, pourrait vous imposer de les avancer à la semaine prochaine. Ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous n'avez pas posé de congés, en l'état de la législation, effectivement, et notamment donc avant l'ordonnance, il n'y avait pas possibilité pour l'employeur d'imposer la prise de congés payés. La nouveauté donc qu'on a par rapport à l'ordonnance qui vient d'être publiée, c'est la possibilité effectivement d'imposer la prise de congés payés, mais uniquement, c'est vrai que le dispositif est quand même assez restreint, par accord d'entreprise ou de branche. Ça veut dire qu'il faut nécessairement que l'entreprise signe un accord d'entreprise. Il va falloir trouver un délégué syndical qui accepte de signer un tel accord. Et cet accord, effectivement, pourrait vous imposer de prendre des congés payés dans la limite de 6 jours si vous êtes salarié. L'ordonnance prévoit également pour l'employeur la possibilité de modifier ou d'imposer la prise de jours de repos forfait jour que vous pouvez avoir dans le cadre de vos forfaits jours ou la prise également de JRTT. Et ça, ce n'est pas soumis à l'obligation de conclure un accord d'entreprise. Donc là, l'ordonnance, elle modifie quand même pas mal les choses, dans le sens où si les accords d'entreprise préexistants sur les forfaits jours et les JRTT ne permettaient pas à l'employeur d'imposer ces prises de JRTT et ces jours de repos, eh bien, demain, elle le pourra par le biais de l'ordonnance. Il y a simplement une limite. C'est une limite qui est de 10 jours, en fait. C'est-à-dire qu'entre les congés, les jours de repos forfait jour, les JRTT, mais également les jours que vous pourriez avoir sur votre CET, si vous en avez bien, sur votre compte épargne-temps, eh bien, l'employeur ne pourra pas vous imposer d'en prendre plus de 10.
Une autre question qui m'est fréquemment posée, c'est la compatibilité de l'activité partielle avec le télétravail. Et là, sur le principe, effectivement, la réponse est claire. Le télétravail est compatible avec l'activité partielle. Notamment si vous êtes sur une demande d'activité partielle qui a été faite et qui est justifiée par une baisse d'activité conduisant à une réduction d'horaire des salariés. Parce que rien n'interdit d'alterner période d'activité partielle et télétravail. C'est-à-dire que si je suis en réduction d'activité, je vais demander à mon salarié de télétravailler par exemple 2 jours par semaine, d'être en activité partielle, je vais lui imposer une activité partielle 3 jours par semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Les 2 jours où il est en télétravail, il peut avoir une activité naturelle, une activité parfaitement normale. Par contre, les jours où il est en activité partielle, effectivement, il ne doit pas travailler. Il n'est pas censé travailler. Si vous faites travailler quelqu'un pendant ces journées d'activité partielle, vous êtes à la fois sur du travail dissimulé, donc qui est une infraction pénale, mais également sur une fraude, puisque vous allez l'entreprise va percevoir une allocation pour la mise en activité partielle de son salarié, et en même temps, vous le faites travailler. Donc, on est véritablement sur une pratique frauduleuse. Donc, j'insiste, si la personne est en activité partielle, les jours où elle est en activité partielle, elle ne doit pas travailler. Enfin, dernière question, et après je prendrai les différentes questions que je vois déjà apparaître sur le chat. Quelle particularité on a en matière d'activité partielle dans les sociétés appliquant la convention collective de la Syntec? Parce que c'est vrai que dans le cadre de notre communauté Télécom Vallée, a priori, la grande majorité des adhérents appliquent donc la convention collective de la Syntec. Donc, plusieurs particularités, effectivement, dans la Syntec. Donc, l'accord de branche, il y a un accord de branche spécifique sur l'activité partielle qui prévoit, avant la mise en activité partielle, une obligation pour l'employeur à inciter les salariés à épuiser leur droit à JRTT et également leur droit à congés payés. Donc ça, c'est un point important effectivement qu'on a dans la Syntec. Deuxième point, et qui est encore plus, il me semble, important, c'est une indemnisation de l'activité partielle qui est plus favorable que l'indemnisation légale. L'indemnisation légale, comme je vous le précisais tout à l'heure, prévoit une allocation de 70% de la rémunération brute du salarié. Quant à la Syntec, elle prévoit donc en fonction de la rémunération un maintien de la rémunération qui va de 75% à 95% de la rémunération du salarié. Par exemple, un salarié qui perçoit une rémunération inférieure à 2 000 € doit avoir un maintien à 95% de son brut. Ce qui reviendra quasiment d'ailleurs à un maintien du net, puisque l'allocation qui est versée dans le cadre de l'activité partielle est totalement exonérée de cotisations sociales et de cotisations patronales. Elle est simplement soumise à CSG-CRDS en fonction en plus d'un taux réduit à hauteur de 6,7%. Si je prends un autre exemple, pour les rémunérations par contre les plus hautes, donc celles qui sont au-delà du plafond mensuel de la sécurité sociale, donc qui sont au-delà de 3 428 €, il y a une obligation pour l'employeur de maintenir à hauteur de 75%, donc ce qui est là aussi plus favorable que la loi puisqu'on est sur un maintien au-delà de 70%. Il y a aussi une particularité qui prévoit qu'au minimum, l'indemnisation complémentaire dans l'employeur doit être de 50 € pour un salarié qui est à temps plein. Et enfin, dernière particularité dans la Syntec, c'est une obligation, alors ça je ne vous cache pas que je l'ai découvert hier, de lever la clause de non-concurrence ou des difformations du salarié qui démissionnerait alors qu'il est en activité partielle.
parce que là aussi, quelque chose de peut-être un peu étonnant, l'activité partielle ne vous empêche pas de travailler par ailleurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas soumis à une obligation d'exclusivité du fait de votre contrat de travail, si vous ne travaillez pas, et là aussi c'est important, pour une activité concurrente à celle de votre employeur, puisque dans le cadre de l'activité partielle, vous restez soumis à l'obligation de loyauté vis-à-vis de votre société. Donc, dès lors que vous êtes sur une activité non concurrente et que vous n'êtes pas soumis à une clause d'exclusivité, vous pouvez parfaitement travailler par ailleurs pour une autre société. Donc, il est possible que dans ce cadre-là, à l'issue, vous soyez amené à démissionner. Eh bien, dans le cas de cette démission, du fait des dispositions conventionnelles de la Syntec, votre employeur sera tenu de lever votre clause de non-concurrence. Donc ça, c'est assez particulier et il faut que les employeurs qui appliquent la CCN de la Syntec aient ça à l'esprit. Alors, là j'ai vu les quatre, j'en ai encore quelques-unes, mais on verra, je vais déjà reprendre les différentes questions qui ont pu être posées sur le chat. Donc, je vais commencer par la première qui est posée par Caroline. Bonjour, j'ai une question. En cas de mise en chômage partiel accordé pour certains salariés, si on met en place le maintien de salaire à 95%, minimum Syntec, ou même à 100%, le complément de salaire est-il chargé? Charge salariale, charge patronale. Et dois-je payer les heures sup si elles sont contractuelles? Nos salariés ont un contrat à 39 heures. Donc là, écoutez, la réponse est très claire pour vos deux questions. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. L'indemnisation n'est pas l'allocation que vous allez verser aux salariés, même à hauteur de 95% ou même à 100%, comme vous le précisez, ne sera pas soumis à cotisation sociale et à cotisation patronale. Là-dessus, c'est une circulaire qui est préexistait, qui nous le précise, une circulaire de 2013, qui a été reprise en 2015. En plus, au vu de tout ce qu'on voit écrit dans le cadre des circulaires qui paraissent aujourd'hui, c'est confirmé que c'est la position, c'est toujours la position du ministère du Travail. Donc, ces heures chômées sont totalement exonérées. Donc, elles sont exonérées pour la partie correspondant au maintien légal. Elles sont exonérées pour la partie correspondant au maintien conventionnel. Et elles sont exonérées même si, imaginons qu'un employeur ait envie d'aller au-delà de ses obligations légales et au-delà de ses obligations conventionnelles et de maintenir à hauteur, par exemple, de 100%, eh bien, on nous dit bien que dans le cadre de la décision unilatérale de l'employeur, le maintien qui va être opéré va être entièrement exonéré. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En revanche, effectivement, il y a une difficulté pour les salariés à 39 heures, et notamment pour ceux qui sont à 39 heures du point de vue de leur contrat de travail. La loi sur l'activité partielle et les dispositions réglementaires sur l'activité partielle sont très claires sur le fait que tant l'indemnisation qui doit être faite par l'employeur que tant l'allocation qui est versée par la directe ne va pas au-delà de la durée légale du travail. Donc, l'État ne prend pas aux charges, effectivement, en delà de 35 heures. Et alors, il reste quand même effectivement la question de savoir si, malgré le fait qu'il n'y ait pas remboursement par l'État, est-ce que l'employeur reste tenu de maintenir le salaire de 35 à 39 ? Moi, ma position est de dire que non, l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir la rémunération qui va au-delà de la durée légale. Et encore une fois, même si ça a été contractualisé, même si ça figure expressément dans le contrat de travail ou même si ça fait des années que ça n'a pas été contractualisé, mais que ça fait des années que le salarié travaille à hauteur de 39 heures. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il y a un impact supplémentaire pour les salariés à 39 heures. C'est-à-dire que quand on dit qu'au final, le maintien, enfin, si je prends l'indemnisation légale, correspond à 84% du net, en réalité, pour les salariés à 39 heures, effectivement, la réalité sera plus de l'ordre de 79 à 80%,
plutôt 84%, puisque les heures de 35 à 39 ne seront absolument pas prises en charge ni par l'employeur ni par l'État. Deuxième question, l'allocation de salaire en cas de chômage partiel est de 70% du brut, mais plusieurs sources indiquent que cela peut passer à 100% en cas de formation. Quelles formations sont éligibles? Quelle est la marche à suivre? Comment savoir si ceci fonctionne? Alors ça, effectivement, pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas trop pratiqué parce qu'on n'est pas… Aujourd'hui, les entreprises, en tout cas, ne sont pas forcément dans cette démarche de formation. Ce qui est sûr, c'est que l'État prend en charge les coûts pédagogiques et qu'effectivement, il y a une obligation qui passe. Alors, je vais juste retrouver le document qui en parlait justement. Sur le maintien à 100%, voilà. Ouais, non. Alors, c'est plus exactement, en fait, vous avez une prise en charge à 100% par l'État des coûts pédagogiques. C'est-à-dire que votre employeur pourrait faire, si vous inscrivez une formation, il va être remboursé des coûts pédagogiques que représente cette formation. En revanche, il n'y a pas de différence en termes d'indemnisation pour le salarié. C'est-à-dire que le salarié sera indemnisé, là aussi, à hauteur de 70% de son brut et 84% de son net. Il faut, pour qu'il y ait cette prise en charge, en tout cas des coûts pédagogiques pour l'entreprise, qu'il y ait une convention qui soit passée entre l'entreprise et la directe pour qu'effectivement cette prise en charge soit effective. Donc, il faut se rapprocher de la directe, effectivement, pour être assuré qu'il y aura bien cette prise en charge. Pour les salariés à temps partiel, donc question suivante, pour les salariés à temps partiel ou en temps partiel thérapeutique, on doit déclarer leur prorata d'heures chômées ou on les déclare à temps plein. Alors, ça dépend quel est le sens de votre question. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des heures, s'il s'agit, dans le cadre de votre demande d'activité partielle, de savoir comment vous estimez le nombre d'heures que vont représenter ces salariés, effectivement, vous prenez bien les heures que ces salariés sont censés faire. Donc, les heures qu'ils effectuent en tant que salariés à temps partiel. Et je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris votre question, donc n'hésitez pas peut-être à la repréciser. Et si, in fine, alors question suivante, et si, in fine, la demande, donc j'imagine la demande d'activité partielle, est refusée par la directe. Alors, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté puisque, comme je vous l'expliquais, donc la directe est surchargée, complètement coulée par les demandes d'activité qui lui parviennent tous les jours, j'imagine, par centaines, voire par milliers. Le problème, c'est que vous allez mettre vos salariés en activité partielle, les salariés vont être mis en activité partielle, sans savoir, finalement, sans avoir l'autorisation de la directe. Donc, c'est vrai que c'est un peu contraignant d'avoir voire même très contraignant d'avoir cette situation. Mais pour répondre très concrètement à votre interrogation, si la demande est refusée, eh bien, vous ne pouvez pas rentrer dans le dispositif d'activité partielle, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas maintenir la rémunération de vos salariés à hauteur de 70% et qu'ils retrouveraient le droit d'avoir un maintien à hauteur de 100%. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, 26 mars, vous faites une demande d'activité partielle à compter de ce jour, que finalement, le 15 avril, on vous répond que votre demande est refusée. Vous aurez quand même dû traiter en paye vos salariés du 26 mars au 15 avril en activité partielle, donc vous les aurez maintenus à hauteur de 70%. Eh bien, très concrètement, vous allez devoir faire une régule de rappel de salaire pour compenser la perte de rémunération
qu'ils ont pu subir, puisque, pour être très clair, pour pouvoir appliquer l'activité partielle à vos salariés, eh bien, il faut que la directe valide le dossier. Question suivante, est-ce que l'activité partielle repousse la fin de période d'essai? Là aussi, la réponse est très claire. Toute période d'absence durant la période d'essai la suspend. Que ce soit de la maladie, de l'accident du travail, une absence injustifiée. Eh bien, les heures chômées pendant la période d'essai, effectivement, suspendent la période d'essai. Donc, imaginons que vous soyez dans une situation où vous avez une période d'essai de 4 mois, que vous avez effectivement vous avez été mis en activité partielle à l'issue de 2 mois de période d'essai, que sur les 2 mois à venir, vous serez en activité partielle totale, et bien effectivement, les 2 mois de période d'essai que vous n'avez pas fait du fait de la mise en activité partielle, eh bien, vous les referez à l'issue de la mise en activité partielle. Donc, on est bien sur le contrat de travail en fait est suspendu, donc la période d'essai est suspendue, et toute la période d'essai que vous n'avez pas pu faire, eh bien, va être reportée effectivement à l'issue de la suspension de votre contrat. Question suivante. Nous appliquons le télétravail, ainsi nous continuons à travailler, mais à mi-temps. Cependant, nous avons des consultants qui sont au forfait jour et sachant que notre entreprise n'est pas fermée, j'ai lu dans les textes que nous ne pouvons pas leur proposer une réduction de leur temps de travail. Nous sommes obligés de les mettre au chômage total sans travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, cette réponse-là aussi me semble peut-être très claire. Ce que vous précisez était une réalité jusqu'à ce jour, plus exactement jusqu'à hier, c'est-à-dire la publication du décret sur l'activité partielle qui modifie un certain nombre de dispositions sur l'activité partielle et notamment cette problématique des forfaits jours. Si je synthétise, avant donc ce décret qui a été publié hier, les forfaits jours, comme vous le précisez, étaient exclus du dispositif d'activité partielle, on va dire option réduction d'horaire, c'est-à-dire qu'on devait être nécessairement sur une suspension totale d'activité. Le décret donc, qui a été publié hier sur l'activité partielle résout heureusement, bien heureusement, ce problème et donc les forfaits jours ne sont plus exclus de fait du dispositif d'activité partielle, même lorsqu'on est dans le cadre d'une réduction d'activité. Donc, vous pouvez effectivement mettre en place un système, comme je le précisais au départ, de télétravail sur 2-3 jours de la semaine et sur activité partielle sur les 2-3 autres jours de la semaine, y compris pour vos salariés au forfait jour. Quel est donc la question suivante, quel est le délai de réponse de la directe suite à notre demande d'activité partielle? Alors, le délai de réponse, quand vous avez pu faire la demande, j'ai envie de dire, c'est le Graal, c'est là finalement que vous allez voir la sortie du tunnel, si vous me permettez, puisque finalement, en général, les difficultés, on les a plutôt avant de pouvoir faire la demande d'activité partielle, sur la demande de code, sur la réception de l'habilitation, sur les établissements qui n'apparaissent pas et qu'on ne peut pas modifier et qu'on ne peut pas créer lorsqu'on a réussi à se connecter. Donc, quand vous avez pu faire votre demande et que cette demande a pu partir, le délai de traitement, et ça vient d'être confirmé là également aussi par le décret qui a été publié, a été ramené, puisque le délai original, on va dire, était de 15 jours. Aujourd'hui, il est donc passé à 48 heures. Et on nous dit bien qu'en l'absence de réponse à l'issue de 48 heures, donc encore une fois que vous avez déposé véritablement, que votre demande d'activité partielle a pu être télétransmise, dès lors que vous n'avez pas de réponse dans le délai de 48 heures, votre demande d'activité partielle aura été tacitement acceptée. Voilà. Donc même, soit vous aurez une réponse express qui vous précise l'autorisation, soit vous aurez au moment du dépôt
un mail qui va vous dire on a bien reçu votre demande. Si vous n'avez pas de retour dans 48 heures, votre demande est réputée acceptée. Et donc là, effectivement, à l'issue de ce délai de 48 heures, vous pourrez parfaitement considérer que votre demande a été acceptée par la DIRECT. Ensuite, si pas de réponse de la DIRECT dans les 48 heures, cela vaut-il acceptation? Bon, écoutez, je pense que je viens d'y répondre d'ores et déjà. Effectivement, ça vaut acceptation. Donc, c'est vrai que sur les acceptations tacites, on a toujours la problématique de savoir quand est-ce que le délai, et notamment là au cas particulier, le délai de 48 heures va démarrer. Mais vous avez, je vous dis, une sorte d'accusé de réception qui va vous confirmer que votre demande est bien, a bien été télétransmise et va vous, du coup, en fonction de la réception de cet email, vous allez pouvoir calculer votre délai de 48 heures précisément et considérer qu'à l'issue, votre demande a été acceptée. Pouvez-vous me donner l'article du Code du travail qui nous permet d'imposer en cas de circonstances exceptionnelles des CP? Oui, je le peux parfaitement, puisque c'est l'article L3141-16, deuxièmement, du Code du travail. Il est même ouvert. Donc voilà, on vous dit bien que voilà. Juste une précision quand même, cet article-là, il s'applique quand on n'a pas un accord de branche ou un accord d'entreprise qui va dire le contraire et qui va avoir des dispositions particulières sur les CP. À mon sens, ce n'est pas le cas, en tout cas dans la Syntec. Donc, si vous n'avez pas d'accord d'entreprise qui évoque la question de la prise de CP dans l'entreprise, vous pouvez effectivement appliquer donc, cet article. Donc, ce sont des dispositions supplétives qui s'appliquent à défaut d'accord de branche ou à défaut d'accord d'entreprise. Et on vous dit bien que, en fait, c'est une précision à contrario. On vous dit que vous ne pouvez pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Donc, ce qui veut bien dire, à contrario, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, effectivement, vous pouvez modifier l'ordre et les dates de départ, y compris moins d'un mois avant la date de départ prévue. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté sur l'interprétation de cet article. Sur les congés aussi, petite précision, on est quand même en fin de période de prise des congés payés, c'est-à-dire que sur les congés payés, sur les CPN-1, vous avez de toute manière une obligation de les prendre avant le 31 mai. Donc, même si les salariés n'ont pas posé de CP et que vous ne pouvez pas modifier les dates, vous pouvez en tout cas tout à fait les sensibiliser au fait que ces congés doivent nécessairement être pris avant le 31 mai, sinon sur le principe, sauf usage contraire en entreprise, il n'y a pas de report possible. Et donc, voilà, le 31 mai, ça va venir vite. On n'est pas sûr qu'au mois de mai, on ne soit pas d'ailleurs encore en période de confinement. Donc, je pense qu'on peut quand même sensibiliser les salariés et leur demander à minima de poser les congés les CPN-1, qui, dans tout état de cause, encore une fois, doivent être pris avant le 31 mai. Bonjour, j'avais quelques nouvelles recrues prévues en avril que j'ai dû reporter probablement en mai si tout va bien. Quels sont les risques pour l'employeur? Devons-nous verser des indemnités pour le coût alors qu'il s'agit d'un report de date d'embauche et non d'annulation? Donc là aussi, sur tout ce qui est problème de promesse, alors j'ai envie de dire ça dépend où vous en étiez dans le process de recrutement. Si vous aviez formalisé notamment une promesse d'embauche, pour pouvoir reporter l'embauche, il faudrait nécessairement qu'il y ait un accord entre vous et le salarié à qui vous avez adressé cette promesse de contrat, tout simplement parce qu'en matière de droit du travail, promesse de contrat de travail vaut contrat de travail. Donc, une promesse de contrat, c'est exactement la même chose. La signature, la conclusion d'une promesse de contrat, c'est exactement le même engagement, en tout cas pour l'employeur, mais également d'ailleurs pour le salarié, que la conclusion d'un contrat de travail. Donc, pour pouvoir modifier un contrat de travail et notamment une date d'embauche, il faut
l'accord du salarié qui doit être formalisé par un avenant. Pour la promesse d'embauche, c'est la même chose. Donc là aussi, je pense qu'il faut savoir prendre son téléphone, voir avec la personne, essayer de négocier la possibilité d'un report de la date d'embauche. Si le salarié n'est pas d'accord pour reporter cette date d'embauche, vous pouvez parfaitement le faire entrer directement dans le cadre du dispositif d'activité partielle si vous entendez le demander pour votre entreprise ou que vous l'avez déjà demandé. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement faire passer les salariés qui ne sont pas encore embauchés dans le cadre du dispositif d'activité partielle et ils entreront concrètement dans le dispositif d'activité partielle dès leur embauche dans l'entreprise. Et ça, c'est possible pour les CDI comme pour les CDD, et notamment pour les CDD saisonniers, par exemple. Pour les hôtels qui ne pourraient pas, qui ne trouveraient pas d'accord avec leurs salariés pour décaler leur date d'embauche, eh bien, les CDD saisonniers peuvent maintenir leur date d'entrée dans les effectifs et être pris en charge au titre de l'activité partielle, en fait, dès leur embauche. Question suivante, est-ce que le taux d'indemnisation prévu par le gouvernement serait amené à évoluer? Alors, le taux d'indemnisation a déjà évolué énormément par rapport à ce qui était prévu initialement, puisque le taux, avant la publication du décret d'hier, était de 7,74. Alors, le taux d'indemnisation, c'est-à-dire que vous parlez du taux de 70%. Donc, ce taux d'indemnisation-là, par contre, il n'a pas évolué. C'est le montant de l'allocation, effectivement, qui a évolué. Le taux d'indemnisation, très sincèrement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va évoluer, tout simplement parce qu'il vient d'être validé, confirmé par le décret sur l'activité partielle qui a été publié hier. Donc, il n'y a aucune raison qu'il évolue encore. Donc, on sera bien sur le taux de 70%, a priori pendant toute la crise, en tout cas liée au Covid-19. Question suivante, y a-t-il une limite de temps de travail partiel à une demande d'activité partielle? Une limite de temps minimal, oui, pardon, je ne comprenais pas la question. Y a-t-il une limite Alors, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, non, il n'y a pas de temps minimal. C'est-à-dire que vous pouvez, un salarié qui est à temps partiel à hauteur de 10 heures par semaine chez vous peut tout à fait rentrer dans le cadre du dispositif d'activité partielle. En revanche, il y avait une particularité pour les temps partiels, c'était que le minimum qui était le minimum garanti, on va dire, pour l'indemnisation, qui était pour le salarié de percevoir au moins le SMIC net, n'était pas applicable au temps partiel. Ça a été également corrigé par l'ordonnance et le décret sur l'activité partielle qui prévoit bien également ce minimum du SMIC net pour les salariés à temps partiel. Donc, sinon, il n'y a pas de particularité concernant les salariés à temps partiel. Question suivante. Bonjour, j'ai une question. En cas de mise en chômage partiel accordé pour certains salariés, si on met en place le salaire… Alors, attendez, excusez-moi, je me suis trompée Je repasse sur le bon écran. Question suivante. En fonction des postes de chacun et en fonction de leur charge de travail, je peux mettre certains salariés en chômage à mi-temps et d'autres en chômage total. Oui. Oui. Alors, vous pouvez faire une distinction entre les différents services de l'entreprise. C'est-à-dire que vous pourriez maintenir certains services totalement parce que la baisse d'activité ne se justifie pas pour eux et vous pourriez passer certains services en activité partielle. Ça, c'est tout à fait possible. Dans le cadre de la demande que vous ferez à la directe, on ne vous demandera pas ces précisions. Dans le cadre de la demande que vous ferez à l'activité partielle, on vous demandera simplement les effectifs concernés par l'activité partielle et le nombre d'heures que vous souhaitez par salarié. Et vous, du coup, ça va correspondre à un cumul de nombre d'heures. Mais on ne vous demandera pas ces points de détail. En revanche, ces points de détail devront être communiqués, notamment si vous avez un CSE, un comité social et économique, vous devrez effectivement préciser comment vous mettez en œuvre l'activité partielle. Donc ça, c'est effectivement tout à fait possible.
Si par contre, vous mettez des services en activité réduite, il faut penser à la notion d'égalité de traitement. C'est-à-dire que si vous savez que votre service tourne, on va dire, pour faire simple, à moitié, et que vous avez 4 salariés qui travaillent sur ce service, l'idée est que tous les salariés soient en activité partielle dans la même proportion. C'est-à-dire que les salariés, en fait, tournent par roulement, en fait, en fonction de l'activité que vous avez à leur procurer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire j'ai 4 personnes dans mon service, mais en réalité, mon service tourne à moitié. Donc, il y en a 2 que je vais faire travailler à temps plein et les 2 autres, je vais les mettre en activité totale. Non, en réalité, les 4 salariés en question, enfin, dans l'idéal, hein, bien entendu, il faut les mettre en activité réduite à 50%. Voilà, il faut bien penser à respecter ce principe d'égalité de traitement. Question suivante, les gérants d'une SAS qui auraient un statut salarié peuvent-ils prétendre au chômage partiel? Alors, ça va dépendre là aussi de la situation. Si vous êtes uniquement mandataire social, non, vous n'êtes pas éligible au chômage partiel, puisque pour être éligible au chômage partiel, il faut nécessairement avoir un contrat de travail. Si vous avez un contrat de travail, notamment vous pourriez être en cumul contrat de travail et mandat social, là, effectivement, vous pouvez prétendre au bénéfice de l'activité partielle puisque vous remplissez la condition d'avoir un contrat de travail. Il y a quand même une particularité qui, pour aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui n'est pas résolue, c'est le statut de cadre dirigeant. Donc là, qui est un statut, on va dire, d'un point de vue durée du travail. Donc, compte beaucoup de dirigeants qui, finalement, les amènent à n'avoir aucune durée du travail. Donc, ils ne sont pas aux horaires, ils ne sont pas au forfait jour, ils sont au forfait cadre dirigeant et donc, ils n'ont aucune notion de durée du travail. Eh bien, pour l'instant, même si juridiquement et même si légalement, ils devraient pouvoir rentrer ces cadres dirigeants dans le dispositif d'activité partielle, on sait que les directs renaclent à les prendre en charge et notamment en partant du principe que ces salariés n'ayant pas d'horaire et que l'indemnisation de chômage partiel est basée sur une indemnisation horaire, eh bien, que ces salariés cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l'activité partielle. Donc, je ne vous cache pas que pour l'instant, sur les cadres dirigeants, on est un peu embêtés, surtout qu'ils nous avaient, ils nous avaient promis de résoudre le problème des forfaits jours. Ils l'ont fait, mais à ce jour, on a une contradiction en fait, entre l'ordonnance qui semble inclure les cadres dirigeants et le décret qui n'en parle absolument pas, qui règle le problème des forfaits jours. Donc là, c'est un peu compliqué de vous répondre de façon affirmative sans savoir en plus exactement quelle est votre situation d'un point de vue cumul mandat et cumul contrat. Question suivante. Le chômage partiel concerne également les contrats en alternance. Oui, le chômage partiel concerne également les contrats en alternance. Que vous soyez apprenti ou contrat de pro, vous pouvez bénéficier effectivement de l'activité partielle. Il n'y a pas de difficulté sur ce point-là. Jusqu'à quel point le PV du CSE doit-il être précis quant à la mise en place de l'activité partielle? Doit-il détailler le nombre de salariés placés en activité partielle, quel service, pourquoi et avec des chiffres? Alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a 2 aspects. L'aspect PV du CSE que vous allez produire à la directe. Je pense franchement que la directe, ça ne tarde pas trop sur le contenu du PV du CSE, il me semble. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait bien un PV de CSE, on voit que le CSE a été consulté. Maintenant, après, c'est plus une question que vous devez gérer avec votre instance, dans le sens où, effectivement, vous devez consulter le CSE sur les modalités de la mise en place de l'activité partielle. Et ça me semble effectivement un minimum de leur dire quels services sont concernés par l'activité partielle, quels du coup, salariés sont concernés par l'activité partielle, quelle réduction d'horaire vous mettez en place, quels services sont concernés par les suspensions totales. Effectivement, il faut le préciser, tout cela.
Ça, je le ferai plutôt, moi, stratégiquement, pour pas que ce soit communiqué nécessairement à la directe, dans le cadre de la note d'information que vous transmettez au CSE avant qu'il soit consulté. Dans le cadre vous savez, au moment où vous convoquez le CSE, où vous avez l'ordre du jour, donc l'info-consulte sur l'activité partielle, vous produisez une note qui, en tout état de cause, doit être produite pour que vous justifiez de l'information. Et dans cette note, vous détaillez effectivement la mise en application partielle que vous mettez véritablement en place dans l'entreprise. Alors, qu'en est-il du plan de continuité d'activité? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous exposer le contenu de ce plan? Alors ça, j'ai envie de dire, ça dépend de l'activité que vous avez. C'est compliqué de vous répondre comme cela. Ça nécessiterait effectivement de prendre un peu plus de temps véritablement sur le plan de continuité d'activité. Mais l'idée principale, vous l'avez compris, c'est comment je mets en place, quelles mesures je mets en place pour me permettre de continuer mon activité malgré les circonstances qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, on va parler justement du télétravail, comment on met en place le télétravail, éventuellement quels moyens supplémentaires on met en place pour faciliter le télétravail, quels services doivent être absolument maintenus, si les services qu'on maintient notamment sur site, quelles mesures de sécurité, notamment donc les mesures barrières qu'on met en place, quelle sensibilisation on met en place, etc. Voilà. Mais je suis désolée, mais là, c'est vrai qu'en termes de temps, surtout que je vois qu'on arrive à la fin de la session, c'est compliqué d'être un peu plus précis sur le sujet. Mais on pourra éventuellement en rediscuter à l'occasion. Et enfin, dernière question de fait et dernière question de toute manière par rapport au timing. Si moins de 50 salariés, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de consulter le CSE? Alors là, vous touchez à un point très sensible, c'est-à-dire que moi, je vous dirais que juridiquement, non, vous n'avez pas l'obligation de consulter le CSE, puisque ce qui impose de consulter le CSE, finalement, c'est l'obligation de consultation sur la marge générale de l'entreprise. Et cette partie-là, cette attribution-là, concerne les CSE de 50 salariés et plus, et très clairement dans la section qui concerne les CSE de 50 salariés et plus. Donc, ce n'est pas effectivement nécessaire. Maintenant, en pratique, là aussi, pour rien vous cacher, les directs nous embêtent beaucoup avec cela et n'ont pas envie d'accepter cet argument juridique. Et on sait qu'on a certains dossiers effectivement qui bloquent au motif de l'absence de consultation des CSE, notamment donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui, encore une fois, n'est pas normal juridiquement, mais c'est ce qu'on constate dans les faits. Donc, si vous avez un CSE, je vous conseille quand même, effectivement, pour ne pas retarder votre demande, de procéder à la consultation. Merci à vous. J'ai eu plusieurs remerciements là, au cours que je vois apparaître sur les questions-réponses. Merci à vous pour vos questions qui étaient également qui étaient très claires et très intéressantes. Donc, j'espère qu'effectivement, j'ai pu vous aider. Et merci à la Télécom Vallée pour avoir organisé cet événement de façon aussi brillante. Elisabeth, je ne sais pas si je te laisse reprendre la parole. Merci à toi, Pauline. Mais je voulais laisser la parole aussi à Pierre, qui a été aussi un des bras qui a permis justement de mettre en œuvre cette réunion cet après-midi. Et j'espère véritablement que, effectivement, malgré la courte durée de cette rencontre, vous avez pu tous avoir les réponses à vos questions. Pierre, je te laisse la parole. Oui, merci Elisabeth. Et ben, j'ai été très attentif parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses sur toutes ces situations-là. À situation exceptionnelle, on a réussi à mettre en place grâce à l'équipe opérationnelle, à Marie, et grâce à la bonne volonté et à la disponibilité de Pauline, on a pu mettre tout ça en place assez rapidement. Merci à ceux qui ont suivi. Et je pense que c'était absolument indispensable
de faire le point dans ces moments un peu difficiles. Voilà, et on vous dit à une prochaine fois, puisque maintenant tout peut fonctionner, donc on continue. Et bon après-midi à vous tous. Bon Merci. après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. On peut rester en ligne, Pierre, Elisabeth et Pauline, si vous voulez, le temps que tout le monde Parfait. sorte, si vous le souhaitez. Pas de problème. Oui. Si vous voulez débriefer peut-être. Ah, c'est Il y a super. Catherine et Jean-Claude. Est-ce que je ne mettrai pas Jean-Claude en vidéo Ah, bah Jean-Claude est là. Oui, même Catherine. Parce qu'il y a Catherine plein est partie. Je vais essayer de nommer Jean-Claude en conférencier.